bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et imaginez une femme qui, à 23 ans, devient la portraitiste préférée de Marie-Antoinette, une artiste si talentueuse que l'Académie royale de peinture doit briser ses propres règles pour l'admettre. Une femme qui peint les plus grandes têtes couronnées d'Europe, tout en étant elle-même une beauté célébrée dont les hommes tombent amoureux. Maintenant, imaginez que cette même femme doit fuir la France révolutionnaire, perdre sa fortune, vivre 12 ans en exil, être séparée de sa fille adorée. Et qu'à travers toutes ces épreuves, elle continue de peindre, de triompher, de conquérir les cours européennes une par une. Cette femme s'appelle Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Son histoire est celle d'un talent extraordinaire qui surmonte tous les obstacles. Les préjugés contre les femmes artistes, la Révolution française, l'exil forcé, les jalousies féroces, les accusations calomnieuses. C'est l'histoire d'une survivante qui transforme chaque catastrophe en opportunité. Nous sommes au XVIIIe siècle finissant, à l'aube de la Révolution. L'Ancien Régime brille de ses derniers feux. Dans les salons dorés de Versailles, une jeune femme au pinceau magique peint Marie-Antoinette en chemise de mousseline, créant un scandale qui préfigure les bouleversements à venir. Élisabeth n'est pas qu'une portraitiste de génie, elle est une femme d'affaires avisée, une mémorialiste talentueuse, une mère aimante, une beauté célébrée, une survivante remarquable. Sa vie traverse les tempêtes de l'histoire et en émerge triomphante. Cette histoire est aussi celle d'une artiste femme qui refuse d'être limitée par son sexe. À une époque où les femmes peintres sont confinées aux natures mortes et aux miniatures, Élisabeth peint des portraits en grand format. Des compositions historiques s'imposent dans un monde masculin par son talent absolu. Élisabeth Louise Vigée naît le 16 avril 1755 à Paris. Son père, Louis Vigée, est pastelliste, membre de l'Académie de Saint-Luc. Sa mère, Jeanne Messin, est coiffeuse. C'est un milieu artisanal modeste, mais respectable, baigné d'art et de créativité. Dès l'enfance, Élisabeth dessine partout, sur ses cahiers d'école, sur les murs, même sur les tables. Son père, reconnaissant son talent exceptionnel, l'encourage. « Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera », lui prédit-il. Cette prophétie paternelle la guidera toute sa vie. Mais en 1767, catastrophe, Louis Vigée meurt subitement d'une opération chirurgicale ratée. Élisabeth n'a que 12 ans. Cette perte la marque profondément. Dans ses mémoires, écrites des décennies plus tard, elle évoque encore avec émotion ce père aimant qui a cru en son talent. Sa mère se remarie rapidement avec un bijoutier, Jacques-François Lesèvres. L'homme est détestable, avare, jaloux du talent de sa belle-fille. Il confisque l'argent qu'Élisabeth gagne avec ses premiers portraits. Cette injustice familiale forge son caractère. Elle apprendra à être indépendante, à protéger ses intérêts, à ne compter que sur elle-même. Élisabeth ne fréquente aucune école d'art. Les académies sont fermées aux femmes. Elle apprend en regardant, en copiant, en pratiquant sans relâche. Elle étudie les collections du Palais du Luxembourg où sont exposés les Rubens de Marie de Médicis. Ces toiles somptueuses, avec leurs couleurs riches et leur composition grandiose, la fascinent. Elle copie aussi les maîtres au Louvre, les portraits de Van Dyck, les coloris de Titien, les compositions de Rubens. Elle développe une technique au pastel puis à l'huile, privilégiant la rapidité d'exécution, la fraîcheur de la touche, la vivacité des expressions. À 15 ans, elle peint déjà des portraits sur commande. Sa clientèle initiale est constituée de bourgeois qui ne peuvent s'offrir les grands portraitistes. Mais son talent est tel que rapidement, sa réputation grandit. À 18 ans, elle gagne déjà bien sa vie, soutenant financièrement sa mère malgré l'avidité de son beau-père. Son style se forme. Des portraits d'une élégance naturelle, sans la rigidité académique. Ses modèles semblent vivants, presque sur le point de parler. Elle excelle à saisir cette étincelle de vie, ce moment fugace où la personnalité transparaît à travers les traits. En 1776, à 21 ans, Élisabeth épouse Jean-Baptiste Pierre Lebrun,
marchand d'art prospère. Ce mariage est autant stratégique qu'affectif. Lebrun lui donne accès au monde des collectionneurs et des aristocrates. Ces connexions ouvrent des portes que son talent seul ne pourrait franchir. Mais Lebrun est aussi un joueur invétéré, un dépensier compulsif. Il dilapide rapidement la fortune qu'Élisabeth gagne avec ses portraits. Cette tension financière constante pousse Élisabeth à travailler encore plus, à accepter toujours plus de commandes. C'est épuisant, mais cela aiguise aussi son sens des affaires. En 1780, elle donne naissance à sa fille Julie, appelée Brunette, qu'elle adorera toute sa vie. La maternité adoucit son caractère parfois hautain. Dans ses portraits ultérieurs de mères avec leur enfant, on sent cette tendresse personnelle, cette compréhension intime de l'amour maternel. En 1778, Élisabeth reçoit la commande de sa vie, peindre Marie-Antoinette. La reine, jeune et déjà controversée, cherche un nouveau portraitiste. Elle a vu des œuvres d'Élisabeth et demande à la rencontrer. La première séance est un succès, les deux femmes presque du même âge, Élisabeth a 23 ans, Marie-Antoinette 22, sympathisent immédiatement. La reine apprécie la franchise d'Élisabeth, son naturel, son absence de flagornerie courtoise. Élisabeth admire la grâce naturelle de la reine, malgré sa réputation sulfureuse. Le premier portrait est un triomphe. Marie-Antoinette, en robe de cour, couronnée, tenant une rose. L'image est à la fois majestueuse et humaine. Ce n'est pas une icône distante, mais une femme réelle, vivante, touchante. Ce portrait établit Élisabeth comme le portraitiste royal officiel. Pendant les 10 années suivantes, Élisabeth peint Marie-Antoinette plus de 30 fois. Ces portraits documentent l'évolution de la reine, de la jeune femme insouciante à la mère dévouée, puis à la femme angoissée pressentant la catastrophe. En 1783, Élisabeth expose au salon un portrait révolutionnaire, Marie-Antoinette en chemise. La reine n'est pas en robe d'apparat, mais en simple robe de mousseline blanche, un chapeau de paille sur la tête, tenant une rose. C'est une tenue de campagne presque négligée pour une reine. Le scandale est immédiat. On accuse Élisabeth d'avoir peint la reine en sous-vêtements. L'aristocratie conservatrice est offensée. Comment oser représenter la reine de France dans une tenue si peu majestueuse? Les pamphlets se déchaînent. Élisabeth doit retirer le tableau et le remplacer par une version plus conventionnelle. Mais le mal est fait. Ce portrait, qui nous semble aujourd'hui charmant et innocent, préfigure la haine qui s'abattra sur Marie-Antoinette. Il révèle aussi l'audace d'Élisabeth. Elle ne peint pas pour flatter les conventions, mais pour capturer la vérité de ses modèles. Ironiquement, c'est ce portrait scandaleux qui est aujourd'hui l'un des plus célèbres d'Élisabeth. Il annonce le romantisme, la valorisation du naturel contre l'artifice. Élisabeth était en avance sur son temps. En 1783, Marie-Antoinette intervient personnellement pour faire admettre Élisabeth à l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est une bataille féroce. L'Académie limite strictement le nombre de femmes membres, 4 maximum, et préfère les exclure totalement. Les académiciens s'opposent violemment. Une femme mariée à un marchand d'art ne peut être admise, règle interdisant les commerçants. Marie-Antoinette fait pression sur Louis XVI, qui ordonne l'admission. Le 31 mai 1783, Élisabeth est reçue avec Adélaïde Labille-Guiard, autre grande portraitiste. Ce triomphe est aussi une humiliation. Élisabeth doit présenter un morceau de réception, La paix ramenant l'abondance, allégorie néoclassique qui ne correspond pas à son talent. L'Académie lui impose ce sujet pour la maintenir dans les genres féminins acceptables. Malgré cette condescendance, l'admission académique légitime Élisabeth. Elle peut désormais exposer au salon officiel, la seule vitrine importante pour les artistes. Cette visibilité augmente encore sa clientèle et ses prix. Le 5 octobre 1789, alors que la foule marche sur Versailles, Élisabeth comprend que sa position est devenue intenable. Portraitiste de Marie-Antoinette, amie de l'aristocratie, riche et célèbre, elle incarne tout ce que la Révolution déteste. Dans la nuit, elle prend une décision déchirante, fuir la France. Elle laisse sa fille,
Brunette, 9 ans, aux soins d'une amie. Emmener un enfant rendrait la fuite trop dangereuse. Elle abandonne sa fortune, ses biens, sa maison. Elle ne prend que quelques vêtements et son matériel de peinture. Cette fuite sauve sa vie. Quelques mois plus tard, son nom apparaît sur les listes d'émigrés. Ses biens sont confisqués. Si elle était restée, elle aurait probablement été guillotinée comme tant d'autres. La terreur ne pardonne pas les amis de Marie-Antoinette. Le départ est traumatisant. Élisabeth ignore qu'elle ne reverra Paris que 12 ans plus tard. Elle ne sait pas qu'elle ne reverra sa fille que 6 ans après. Elle part en pensant revenir dans quelques mois, quand la folie révolutionnaire se sera calmée. Élisabeth se réfugie d'abord en Italie. Rome, Florence, Naples accueillent cette portraitiste célèbre. Les aristocrates italiens, horrifiés par la Révolution française, lui font bon accueil. Elle reprend rapidement son métier, peignant les plus grandes familles italiennes. À Rome, elle peint Lady Hamilton, maîtresse de l'amiral Nelson, en Bacchante. À Naples, elle portrait la famille royale. Son talent et sa beauté, elle a 34 ans au sommet de sa grâce, font sensation. Les hommes tombent amoureux d'elle, elle reste sage, préservant sa réputation. L'Italie la console de l'exil. Elle visite les collections, étudie les maîtres, perfectionne sa technique. Son style gagne en profondeur. Elle intègre des éléments néoclassiques dans ses compositions tout en conservant sa fraîcheur caractéristique. Mais l'Italie ne peut rester sûre longtemps. Les armées françaises envahissent la péninsule. Élisabeth doit fuir à nouveau. Elle remonte vers le nord, traversant l'Autriche, puis se dirigeant vers la Russie. En 1795, Élisabeth arrive à Saint-Pétersbourg. La cour impériale russe l'accueille triomphalement. L'impératrice Catherine la Grande, elle-même femme de culture et de pouvoir, admire Élisabeth. Elle lui commande son portrait et ceux de sa cour. La Russie devient le second grand triomphe d'Élisabeth. Pendant 6 ans, elle est la portraitiste la plus demandée de Saint-Pétersbourg. Elle peint les grandes duchesses, les princes, les boyards richissimes. Ses honoraires sont astronomiques, elle reconstitue la fortune perdue en France. Élisabeth organise aussi des soirées artistiques, des lectures dramatiques où elle joue elle-même. Ces Greek Nights, où les participants s'habillent à l'antique, font fureur. La portraitiste est aussi une animatrice culturelle, une créatrice d'événements sociaux. En 1801, l'assassinat du tsar Paul I rend la Russie dangereuse. Élisabeth quitte Saint-Pétersbourg pour Moscou, puis Berlin, puis Dresde. Elle continue son périple à travers l'Europe, peignant partout où elle passe, collectionnant les succès et les admirateurs. En 1802, après 12 ans d'exil, Élisabeth peut enfin rentrer en France. Napoléon, consolidant son pouvoir, radie les immigrés des listes. Le retour est doux amer. Paris a changé, beaucoup de ses amis sont morts, son mari, qu'elle n'a jamais vraiment aimé, est devenu un vieillard. Sa fille Brunette, qu'elle a quittée enfant, est maintenant une femme mariée. La France post-révolutionnaire est différente. Les codes ont changé. Le style empire remplace le style rococo. Les nouveaux riches napoléoniens remplacent l'ancienne aristocratie. Élisabeth doit s'adapter, peindre les généraux et les parvenus plutôt que les duchesses. Elle reprend son métier avec succès, mais sans retrouver sa position d'avant la Révolution. Le Paris impérial préfère David et son néoclassicisme sévère. Le style gracieux d'Élisabeth semble démodé, relique d'un monde disparu. En 1807, sa fille Brunette meurt en couche. C'est un coup terrible. Élisabeth, qui a sacrifié tant de choses pour sa carrière, perd l'être qu'elle aimait le plus au monde. Cette perte la hante jusqu'à la fin de sa vie. Malgré son âge avancé, elle a plus de 50 ans, Élisabeth continue de peindre activement. Elle voyage à nouveau, Londres, Suisse, retour en France. Partout, on la reçoit avec respect. Elle est devenue une légende vivante, témoin d'un monde disparu. Elle peint encore des portraits magnifiques, prouvant que son talent ne décline pas avec l'âge. Son dernier autoportrait, peint à 70 ans, montre une femme digne, élégante, au regard lucide. Elle se peint en train de peindre, affirmant jusqu'au bout son identité d'artiste. En 1835, à 80 ans, elle commence à écrire ses mémoires.
souvenirs. Ses mémoires publiées en 1835-1837 deviennent immédiatement un succès. Élisabeth y raconte sa vie extraordinaire avec une plume alerte, spirituelle, parfois acerbe. Ces mémoires sont précieux pour les historiens. Ils documentent la vie artistique et sociale du XVIIIe siècle finissant. Ils révèlent aussi la personnalité d'Élisabeth, fière, parfois vaniteuse, mais aussi généreuse, loyale, passionnée d'art. Élisabeth Louise Vigée-Lebrun meurt le 30 mars 1842 à Paris, à l'âge de 86 ans. Elle a vécu assez longtemps pour voir le romantisme remplacer le néoclassicisme, pour voir la photographie naître, pour voir Louis-Philippe restaurer la monarchie. Ses funérailles sont modestes mais respectueuses. Elle est enterrée au cimetière de Louvciennes. Sur sa tombe, une épitaphe simple. « Ici, enfin, je repose ». Ces mots résument une vie de mouvement constant, de fuite, de voyage, d'exil. La mort est son premier repos véritable. Ses œuvres comptent environ 660 portraits et 200 paysages. Beaucoup ont disparu, dispersés dans les collections privées d'Europe, mais ceux qui subsistent témoignent d'un talent exceptionnel, d'une capacité unique à capturer la grâce, l'élégance, l'humanité de ses modèles. Élisabeth Vigée-Lebrun révolutionne le portrait féminin. Avant elle, les portraits de femmes étaient souvent rigides, formels, chargés d'attributs symboliques. Élisabeth apporte naturel, grâce, humanité. Ces modèles semblent respirer, vivre, penser. Son innovation majeure, peindre les femmes non comme des objets décoratifs, mais comme des sujets pensants. Les portraits féminins ont une profondeur psychologique rare. On sent l'intelligence, la personnalité, l'intériorité de ces femmes. Cette approche influence toute la génération suivante de portraitistes. Le portrait romantique du XIXe siècle doit beaucoup à Élisabeth. Sa capacité à saisir l'instant fugace, l'expression passagère, annonce la photographie. Techniquement, elle perfectionne la peinture rapide, la touche visible, la suggestion plutôt que le rendu minutieux. Cette technique, à la prima, devient standard chez les portraitistes du XIXe siècle. Au-delà de son art, Élisabeth établit un modèle, la femme artiste professionnelle indépendante, vivant de son art. Avant elle, les femmes peintres étaient rares et généralement confinées à des genres mineurs. Élisabeth prouve qu'une femme peut exceller dans le portrait d'apparat, genre majeur. Elle prouve qu'une femme peut diriger sa carrière, négocier ses prix, gérer sa réputation. Elle gagne des sommes considérables, vit confortablement, emploie des assistants. Cette indépendance économique et professionnelle inspire les générations suivantes. Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Marie Cassatt suivront ses traces, sachant qu'une femme avant elle a prouvé que c'était possible. Sa correspondance et ses mémoires révèlent aussi sa conscience féministe naissante. Elle se plaint des obstacles spécifiques aux femmes artistes, dénonce l'injustice de l'Académie, revendique l'égalité de traitement. Pendant longtemps après sa mort, Élisabeth est tombée dans un relatif oubli. Le XIXe siècle l'a considérée comme peintre d'Ancien Régime, démodée. Le XXe siècle l'ignorait, privilégiant les avant-gardes révolutionnaires. Mais depuis les années 1980, un renouveau d'intérêt émerge. Les historiens féministes redécouvrent cette pionnière. Les musées organisent des rétrospectives. Les collectionneurs réévaluent ses œuvres, dont les prix montent spectaculairement. En 2015-2016, une grande exposition au Grand Palais, à Paris, célèbre le 260e anniversaire de sa naissance. L'exposition attire des foules immenses. Le public redécouvre cette artiste injustement oubliée, cette femme extraordinaire qui a triomphé contre tous les obstacles. Aujourd'hui, Élisabeth Vigée-Lebrun est reconnue comme l'une des plus grandes portraitistes du XVIIIe siècle, égale de Gainsborough ou de Reynolds. Son sexe n'est plus un handicap, mais une raison supplémentaire d'admirer son accomplissement. Permettez-moi de partager une anecdote poignante qui révèle la relation entre Élisabeth et Marie-Antoinette. En octobre 1789, quelques jours avant sa fuite, Élisabeth travaille à un nouveau portrait de la reine. C'est une commande de Marie-Antoinette elle-même.
Qui veut un portrait intime pour ses appartements privés? La séance de pause a lieu à Versailles, dans une atmosphère tendue. On entend au loin les rumeurs de la foule parisienne. Les gardes sont nerveux. Marie-Antoinette elle-même semble distraite, anxieuse. Elle se lève fréquemment pour regarder par la fenêtre. Élisabeth tente de maintenir une conversation légère, de faire oublier à la reine les dangers qui l'entourent. Elle parle de mode, de leurs enfants, de souvenirs plus heureux. Marie-Antoinette se détend un peu, retrouve son sourire, mais soudain on entend des cris. Un domestique entre précipitamment. La foule approche de Versailles. La séance doit être interrompue immédiatement. Marie-Antoinette serre brièvement la main d'Élisabeth, lui dit « Prenez soin de vous, ma chère ». Ce sont les derniers mots que les deux femmes échangeront. Élisabeth emporte le portrait inachevé dans sa fuite. Elle ne le terminera jamais. Des décennies plus tard, regardant cette toile incomplète, elle pleure encore. Ce visage inachevé de Marie-Antoinette devient pour elle le symbole de tout un monde interrompu, d'une époque fauchée en pleine vie. Ce portrait inachevé existe toujours. Il se trouve dans une collection privée. Le visage de Marie-Antoinette, à moitié peint, nous regarde à travers les siècles avec une expression mélancolique qui semble pressentir la tragédie à venir. Que retenir d'Élisabeth Vigée-Lebrun, cette portraitiste qui a traversé les tempêtes de l'histoire? D'abord, que le talent féminin peut triompher même dans un monde masculin. À une époque où les femmes artistes étaient marginalisées, Élisabeth s'est imposée par son génie pur. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne la permission de réussir. Elle a pris ce qu'elle méritait. Ensuite, que la résilience transforme les catastrophes en opportunités. La Révolution aurait pu détruire Élisabeth. Au lieu de cela, elle en a fait l'occasion d'une carrière européenne. L'exil forcé est devenu une tournée triomphale. Cette capacité d'adaptation, de rebond caractérise les vrais survivants. Sa vie nous enseigne aussi que le succès professionnel n'abolit pas les souffrances personnelles. Élisabeth a perdu sa fille adorée, a vécu dans un mariage malheureux, a connu l'exil et la séparation. La gloire artistique n'est pas un bouclier contre la douleur humaine. Le portrait, tel qu'Élisabeth le pratique, révèle une vérité profonde. Peindre quelqu'un, c'est entrer en relation avec lui. Ses meilleurs portraits résultent de véritables connexions humaines. Marie-Antoinette, ses amis, ses modèles préférés transparaissent dans ses toiles parce qu'elle les connaissait, les comprenait, les aimait parfois. Sa longévité exceptionnelle, 86 ans, lui a permis de voir les conséquences de son œuvre, de mesurer son impact. Combien d'artistes meurent sans savoir s'ils seront retenus par l'histoire? Élisabeth a eu le privilège de connaître sa célébrité, de lire les louanges, de voir ses œuvres collectionnées. Ses mémoires nous rappellent que les artistes ne sont pas que des créateurs d'images, ils sont des témoins de leur époque, des chroniqueurs dont les œuvres documentent la société. Les portraits d'Élisabeth sont notre fenêtre sur le XVIIIe siècle, sur ces visages disparus qu'elle a immortalisés. L'histoire d'Élisabeth démontre enfin que l'art transcende les révolutions politiques. Marie-Antoinette a été décapitée, l'ancien régime détruit, mais les portraits d'Élisabeth subsistent. L'art survit au régime, aux idéologies, aux bouleversements. La beauté qu'elle a créée demeure quand tout le reste a disparu. Aujourd'hui, quand nous regardons un portrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun, ces femmes élégantes, ces enfants touchants, ces autoportraits d'une lucidité tranquille, nous ne voyons pas simplement de belles images. Nous voyons le triomphe d'une femme qui a refusé d'être limitée par son sexe, son époque, les catastrophes de l'histoire. Nous voyons une artiste qui a transformé la contrainte en liberté, l'obstacle en tremplin, la tragédie en opportunité. Nous voyons une survivante qui n'a jamais renoncé, une créatrice qui a peint jusqu'à 80 ans, une femme qui a vécu pleinement, intensément, sans jamais cesser de créer la beauté. Pour conclure cette célébration d'Élisabeth Vigée-Lebrun, permettez-moi de vous poser deux questions. Premièrement, Élisabeth a dû choisir entre rester auprès de sa fille et sauver sa vie par la fuite. Ce dilemme entre ambition, survie professionnelle et responsabilité familiale reste d'actualité pour les femmes artistes. Comment notre société peut-elle mieux soutenir les créatrices pour qu'elles n'aient pas à faire ces choix déchirants? Enfin,
Élisabeth était portraitiste de Marie-Antoinette, ce qui a failli lui coûter la vie sous la Révolution. Les artistes doivent-ils être jugés sur leurs clients, leurs mécènes, leur association politique? Ou leur art transcende-t-il ces contingences? Je vous laisse méditer sur ces questions, convaincu qu'Élisabeth Vigée-Lebrun, depuis son repos enfin trouvé à Louvciennes, continue de nous inspirer par son exemple lumineux. Elle nous rappelle que le talent triomphe des préjugés, que la persévérance surmonte les catastrophes, que l'art survit aux révolutions. Sa vie nous enseigne qu'on peut être à la fois femme et artiste, accomplie, mère aimante et professionnelle ambitieuse, beauté célébrée et créatrice sérieuse. Ces identités ne s'excluent pas, elles se nourrissent, s'enrichissent mutuellement. Élisabeth a peint 660 portraits. Chacun est un témoignage de sa rencontre avec un être humain, un moment de connexion, de compréhension, de beauté partagée. Cette générosité créative, cette capacité à voir et révéler la beauté en autrui est peut-être son plus grand héritage. Peintre des reines et exilée triomphante, Élisabeth Vigée-Lebrun vit encore dans ces visages qu'elle a immortalisés, dans cette grâce qu'elle a capturée, dans cette beauté qu'elle a créée et qui nous émeut encore plus de 2 siècles après sa mort. Et moi je vous dis à bientôt.